Salut Chano, Salut Flo, ça va? ça va et toi? Ça va, tranquille. Écoute, on se retrouve justement pour ce troisième numéro de Entre nous. Oui. Euh, la dernière émission était un peu longue. Justement, on va essayer de se restreindre cette semaine et être un peu plus dynamique et justement, voilà, prendre moins de temps. Parce que bon, à chaque fois qu'on s'appelle, ça dure des heures, hein, mais C'est en on moyenne va dans deux un cadre. heures. Je pense que c'est à peu près 2 heures quand on s'appelle et encore 2 heures on est fatigué. Mais si on n'était pas fatigué, ça durerait plus longtemps. C'est ça. Donc là, on va vous éviter 2 heures où on parle de nos petites vies. Justement, on va parler de quelques sujets qu'on trouvait intéressants et qui ont un peu marqué la semaine. Oui, exactement, Shannon. Et moi, il y a un sujet que je voulais revenir avec toi qui est concernant pour nous deux et surtout pour toi. C'est un article qui m'a beaucoup marqué sur la situation des étudiants avec ce second confinement, avec une mise en parallèle avec le premier confinement en printemps. Le phénomène qui est en cause ici, c'est la situation de détresse globalement psychologique de certains étudiants. Il y a eu une étude qui a été faite par l'Observatoire de la vie étudiante et qui a souligné qu'un étudiant sur trois dans l'étude souffrait de détresse psychologique qui peut se justifier de différentes façons, notamment ça peut être lié à l'inquiétude sur la santé des parents, le fait de ne pas être chez ses parents, créer une distance et on n'a pas, on a des raisons de s'inquiéter un peu de comment ils se portent. Il y a aussi un autre cas de quand on va chez les parents, il y a des risques aussi que la situation s'embrase un peu, qu'il y ait des tensions, des inquiétudes liées aux études aussi, le fait de suivre les cours à distance, d'être isolé, ça c'est quelque chose que toi, Shannon, tu connais, qui est pas forcément très agréable. C'est ça, non, c'est vrai que c'est compliqué. Après, je suis concernée sans être concernée cette année, c'est un peu spécial parce que bon, comme vous le savez, je reste étudiante, mais je ne suis pas en cours, donc je n'ai pas ce stress comparé au premier confinement des cours en ligne. C'est vrai que du coup, je reste quand même, très en contact avec des étudiants, enfin plus ou moins en contact avec des étudiants qui étaient dans ma promo l'année dernière. Et c'est vrai que c'est compliqué pour eux. Je sais que, enfin voilà, en fait le problème, c'est que c'est assez spécial parce que les cours en ligne sont mieux gérés apparemment que le premier confinement. Parce que bon, le premier confinement, c'était inédit. Moi, c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de stress par rapport à ça. On ne savait pas trop comment ça se présentait. Enfin voilà. Sauf que le problème, c'est je pense qu'il faut se mettre à leur place. Du coup, ça ne me concerne pas, mais il faut se mettre à leur place. Premier confinement, on a tous beaucoup souffert du décrochage scolaire. Enfin, en fait, finalement, vu qu'on était un peu, on n'était pas forcément laissés à l'abandon. Je ne vais pas forcément aller jusque là, mais il y avait plein, en fait, vu qu'il y avait des cours finalement qui ont été un peu laissés de côté parce que bon, on savait pas trop comment les mettre en place, tout ça. Ouais, finalement, on a arrêté enfin, beaucoup n'avaient plus l'envie, la motivation de travailler. Et du coup, ouais, une sorte de décrochage scolaire pour beaucoup d'entre nous. Du coup, c'était très compliqué pour les partiels en particulier. Et là, en fait, on remet une deuxième couche dans la même année. Enfin, même si du coup scolairement c'est pas la même, enfin oui, universitairement peu importe, hein, c'est pas la même année, voilà, enfin faut se mettre à leur place. Premier confinement, bam, on détruit leur motivation. Deuxième confinement, bam, de nouveau on le refait. Non, c'est vraiment très dur. Je sais pas, enfin je sais pas. Ouais, c'est assez compliqué. Et justement, après, pour revenir à toi, pour mettre en perspective ton année qui a été très bouleversée, parce que pendant le premier confinement, tu étais encore dans tes études, tu finissais ta licence de lettres. Et avec ce nouveau confinement, tu es en année de césure, mais quand même, tu es resté à Lyon pour des raisons professionnelles. Euh, et pendant le premier confinement, donc, tu es rentré chez tes parents. C'est une situation voilà, qui n'est pas toujours très facile à gérer. En fait, il y a un dilemme entre soit rentrer chez ses parents, soit rester sur Lyon. Dans les deux cas, c'est un peu compliqué pour Bah, toi comme pour d'autres étudiants. c'est ça, bah, soit c'est vrai que du coup, les deux confinements, fin, en premier confinement, t'es rentré chez ta mère, deuxième confinement, t'es rentré chez ton père. Moi, du coup, ouais, je vis deux situations très différentes. Premier confinement, en plus, c'était très inédit, donc moi, je me voyais pas rester toute seule, enfermée, on savait pas sous quelles conditions encore. Enfin, c'était vraiment très, ouais, c'était l'inconnu un peu. Donc oui, j'ai décidé de rentrer parce que je me voyais pas rester toute seule, c'était pas possible. Et là, forcément, je suis d'une certaine manière obligée. Enfin, j'aurais pu rentrer chez mes parents, mais ça aurait eu des conséquences pour moi. C'est-à-dire que
je n'aurais pas pu continuer de travailler, et du coup, pas de paye à la fin du mois, donc ça aurait été compliqué. Mais donc je suis restée, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et en fait, les deux situations sont compliquées, c'est-à-dire que c'est comme l'article qu'on a lu, et je trouve qu'ils le mettent bien en avant, c'est-à-dire que voilà, comme tu as dit, soit on rentre chez nos parents, mais ça peut provoquer des tensions familiales parce que bah, c'est déjà le premier confinement, en plus c'était vraiment un confinement total, donc tout le monde était à la maison. Euh, c'est pas, en plus, c'est pas forcément ce que je veux dire, c'est la faute à personne en fait, mais surtout que moi je suis une étudiante en fait où j'étais pas du tout amenée à rentrer tous les week-ends. Du coup, j'étais vraiment habituée à ne plus trop vivre chez mes parents. Bon, je rentrais les étés en général, mais c'est vrai que là, d'un coup, pendant 2 mois, on se retrouve à vivre H24 avec nos parents, alors qu'on n'a plus l'habitude de le faire. Là, vraiment, en plus, c'est même pas comme si bah, dans la journée, moi, je partais quelque part, mes parents partaient au boulot. Enfin, non, non, on était vraiment enfermés tous les trois. C'est vrai que c'était compliqué. Il y a eu des moments où il y a eu des tensions et c'est normal, en fait. C'est une conséquence qui découle de ce contexte-là. Mais c'est vrai que ça a été compliqué à certains moments. Surtout qu'en plus, il faut rajouter le stress de la situation, le stress des cours en ligne, le fait est-ce que je vais avoir ma licence ou pas. Enfin, c'est compliqué, quoi. Alors que là, en fait, finalement, j'ai pas le stress des cours, j'ai pas le stress, j'ai pas de tension familiale parce que je suis toute seule, mais il y a ce poids, en fait, justement, d'être toute seule. C'est pas facile, même si je suis une fille plutôt casanière, plutôt solitaire. euh, Ça n'empêche pas que, je vois quand même des gens, je suis pas tout le temps toute seule. Et là, le fait d'un coup, bah, ok, certes, je sors presque tous les jours pour aller travailler, mais c'est l'histoire de quelques heures dans la journée déjà. Et voilà, et en fait, je vois pas mes amis, je vois pas mes parents. Enfin, ouais, c'est compliqué. Puis le fait de pas savoir jusqu'à quand ça va aller, en fait, du coup, moi, j'essaie, enfin, peut-être qu'il faudrait pas, mais j'essaie d'anticiper. Je me dis, mais, enfin, Noël, comment ça va se passer? Est-ce que je vais devoir rester ici? Est-ce que je pourrais rentrer voir mes parents? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est ça, il y a beaucoup de questions par rapport à un potentiel déconfinement, même si le gouvernement n'ose pas prononcer ce nom, ou du moins réfute ce nom prononcé par les journalistes, de comment ça va se passer en effet à Noël, comment ça va se passer en janvier, sachant que selon des scénarios qu'ont établi le gouvernement, pardon, il y aurait un potentiel déconfinement à partir de février. Là, il y aurait des mesures moins restrictives qui seraient adoptées à partir de décembre, mais ça ne changerait pas grand-chose pour les étudiants qui continueraient à travailler à distance. Donc oui, c'est une situation qui est quand même assez délicate. Et il y a un autre chiffre que j'ai vu dans un autre article qui est lié à ce phénomène, mais qui est un peu plus extrême, c'est que dans l'étude qui a été faite, donc c'est quasiment 3000 étudiants qui ont été interrogés, donc c'est quand même un échantillon important. Il y a un étudiant sur 8 qui avait des pensées suicidaires à la suite de ça. C'est-à-dire qu'ils en souffrent tellement de cette solitude qui serait capable. Et alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi le stress par rapport à leur vie professionnelle. Certains étudiants font des études, il y a eu des témoignages, tu as peut-être lu dans l'article, il y a des étudiants qui font des études supplémentaires simplement pour reporter l'échéance de rentrer sur le marché du travail parce qu'actuellement, il y a très peu de débouchés dans certains secteurs de base, mais alors avec le confinement et la situation actuelle en matière sanitaire, c'est encore plus compliqué. Donc, ouais. Non, mais je comprends tout à fait parce que, en fait, finalement, euh, mon année de césure n'a pas été choisie, enfin, j'ai pas choisi de la faire par rapport à ce contexte-là. Vraiment, à la base, c'était pas du tout ça. D'ailleurs, j'avais plein de projets pour cette Les année de partir césure à que l'étranger. je voulais partir à l'étranger, tout ça, mais clairement, actuellement, la situation sanitaire va vraiment entraver ces projets. Donc, même mon année de césure souffre du contexte, même aussi parce que bah, à la base, je voulais trouver un job à plein temps, tout ça. Finalement, ça s'est pas fait. Je cumule du coup 2 jobs, enfin à mi-temps, enfin pas à mi-temps, à temps partiel, mais du coup, c'est vraiment compliqué. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup souffert aussi de ce côté-là. Mais d'une certaine manière, je suis contente d'avoir cette année de césure parce que je me dis peut-être que je repousse aussi cette échéance, comme tu as dit, de déjà rentrer sur le marché du travail pour de bon, enfin pour de bon entre guillemets, hein, mais pour de bon une fois que j'aurai mon master. Et aussi le fait que d'un côté, quand je vois tous ces étudiants, mes connaissances de promo, tout ça, qui eux vraiment souffrent aujourd'hui aussi, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me dis, je suis contente aussi d'être à ma place, c'est-à-dire que bon, bah certes c'est compliqué, la solitude, tout ça, mais
à la fin du mois, j'aurais quand même une paye parce que même si je travaille moins que hors confinement, j'aurais quand même une paye. Donc c'est quand même voilà. Je pense que je suis quand même pas des plus à plaindre. Et voilà, donc d'une certaine manière, je pense que c'est une bonne chose. Et j'espère que du coup, dans un an, la situation sera améliorée et que cette année de césure m'aura fait un peu repousser l'échéance et de ne pas vivre, de ne pas revivre en fait ce que vivent ces étudiants actuellement, quoi. Alors, on l'espère vraiment pour tout le monde et surtout pour toi dans le cadre de cette discussion. Alors justement, on est confiné. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde des séries, on regarde des films. Et Exactement. Exactement, on regarde des séries. Et qu'est-ce qui est sorti dimanche dernier? La saison 4 de The Crown. Série phare de Netflix. Je pense que tout le monde connaît. The Crown, qu'est-ce que ça veut dire? La couronne, exactement. C'est une série sur, du coup, la famille royale en Angleterre. Et on suit justement pendant cette série la reine Elisabeth pendant alors un petit peu avant son règne et après pendant son règne. C'est une série que j'adore, clairement. Là, la saison 4 est sortie dimanche dernier. Je ne me l'ai pas regardée en entière parce qu'il n'y a que 10 épisodes et que moi, je veux savourer les choses. c'est raisonnable, c'est raisonnable. Je comprends après les gens qui regardent tout à la suite, ça je comprends. Mais moi je veux savourer, surtout que je me dis qu'une fois que j'aurai fini la saison, il faudra attendre encore un an pour la saison 5, je pense à peu près. Donc non, clairement, du coup je repousse l'échéance et j'essaye de me faire plutôt plus ou moins un épisode par jour. Mais il y a des jours où j'ai pas pu faire, du coup là j'ai regardé les 4 premiers épisodes de la saison 4 et c'est incroyable. Alors du coup là, donc ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus, je crois que je te l'ai conseillé cette série et je suis content que tu ne regrettes pas de la regarder parce que c'est une série qui est historique, d'accord? Ça retrace les dessous de la couronne. On est vraiment au sein du palais royal et on voit un peu tout ce qui se passe dans la famille, avec en parallèle la situation au Royaume-Uni. Et finalement, la mise en scène, les petites histoires qu'il y a au sein de la famille, bah, ça rend la série quand même assez attrayante, excitante, parce on veut comprendre et connaître certaines choses, les raisons de pourquoi telle décision a été prise, et comprendre aussi que finalement, cette famille royale, on n'en entend pas parler, en fait, quasiment, mis à part des occasions particulières, enfin, pour célébrer le couronnement de la reine, par exemple, ou du prince, mais au sein de la famille, il y a quand même beaucoup, beaucoup de péripéties qui se déroulent. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, finalement, bon, après, on peut toujours se demander est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Je pense qu'il y a toujours une part de dramatisation dans le sens où quand ils se parlent, ils n'ont pas forcément dit exactement ces paroles-là, Oui. mais ils s'inspirent vraiment des événements qui se sont passés. Et en fait, la série couvre énormément d'événements. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que en 4 saisons, on commence en 1947 au mariage de la reine Elisabeth, enfin, qui n'était pas encore la reine Elisabeth, mais le mariage d'Elisabeth avec le prince Philippe. Et, euh, et en fait, là, la saison 4, on est dans les années 80. Donc ça couvre une grande période où finalement il se passe énormément de choses. Donc comme tu l'as dit, des choses qui se passent au sein de la famille royale, donc que ce soit le mariage de la reine, son couronnement, ses enfants aussi, mais aussi voilà quoi, ce qui se passe pour la sœur de la reine, Margaret, qui est tombée amoureuse d'un homme marié dans la saison 1. Enfin voilà, ça traite de tout ça dans les premières saisons. Après, finalement, voilà, les mariages, les relations mère-fils, mère-fille, père-fils, père-fille. Enfin, on voit vraiment un peu de tout et c'est assez incroyable. Donc, on a vraiment l'impression de rentrer dans leur intimité, même si, voilà, faut toujours prendre des réserves. C'est pas forcément passé comme ça exactement, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. C'est ça. Et aussi, ce qui me plaît énormément dans cette série, c'est la réalisation. Ah, Les plans sont magnifiques. Alors, on n'est pas des experts en la matière, mais oui, les plans sont majestueux. On est vraiment, on se croit vraiment dans le palais. Je ne sais pas où est-ce qu'il tourne cette série. Je suis curieux de savoir. Je ne sais pas s'il tourne sur les vrais lieux, je ne pense pas quand même. Mais on non, est comme. Non, voilà, c'est ça. Et on est tout comme
dans le palais avec la famille royale. Je pense que c'est une série qui doit coûter très très cher à produire au vu de là où ils tournent, parce qu'ils doivent tourner dans tout le Royaume-Uni pour avoir différents cadres. Ils sont parfois au Pays de Galles, parfois en Écosse, en Irlande. Donc c'est vraiment, enfin, du moins une immersion dans ces territoires-là. Donc moi, ça m'a toujours bluffé cette réalisation. Les jeux d'acteurs aussi, moi, celle qui me marque le plus, c'est la reine. Les deux reines, parce qu'il faut savoir qu'entre la saison 2 et la saison 3, il y a eu un petit bond dans le temps. Et forcément, la reine, elle prend un petit peu d'âge. Donc, il faut C'est ça. remplacer. Et moi, ce qui me touche, c'est le jeu d'acteur de la reine qui est bluffant dans les moments de silence, dans les moments de doute. Même, il y a une fois où elle est triste, voire elle pleure, je ne sais plus. C'est très touchant, surtout qu'on n'est pas habitué à la voir comme ça, avoir une position d'âme forte. Et le fait de l'avoir dans ces petits moments de faiblesse, notamment, c'est assez touchant. C'est ça, parce que finalement, donc quand je reviens sur ce que tu as dit, c'est vrai que du coup, les 2 premières saisons, ils ont un casting, et saison 3, saison 4, ils ont un autre casting justement pour le vieillissement des personnages, parce que comme j'ai dit, ça couvre une longue période, et finalement, à la fin de la saison 5, de la saison 4 à la saison 5, il y aura de nouveau un changement de casting pour justement montrer après le vieillissement des personnages. Et comme tu as dit, moi, vraiment, alors déjà la réalisation, je reviens là-dessus, la réalisation est incroyable. Vraiment, elle est. J'ai tellement de moments qui me viennent en tête. C'est dans les plans qu'ils choisissent, excuse-moi, dans les musiques. Je sais pas, genre, je sais, enfin, c'est incroyable. Moi, je reste subjuguée. En fait, parfois, je la regarde et finalement, c'est pas une série où je peux faire autre chose à côté parce que finalement, j'ai les yeux rivés sur mon écran et je regarde et j'apprécie. Enfin, c'est beau pour les yeux, en fait, c'est incroyable. Et comme tu dis, il y a beaucoup de moments de silence où en fait, on voit qu'il se passe des choses dans la tête des personnages. Enfin, voilà, et le jeu d'acteur, alors de Claire Foy pour la première saison et la deuxième saison, et de Olivia Colman pour la saison 3 et la saison 4. Donc la reine, c'est incroyable. En fait, c'est un personnage qui est tellement dépeint comme froide, en fait, dans le contrôle tout le temps, que comme tu dis, quand on voit qu'elle pleure, c'est terrible, en fait. Ça nous transperce parce qu'on n'est pas habitué, justement, à la voir comme ça. Et justement, il y a... en fait, l'épisode, je pense, où tu as parlé qu'elle pleure, c'est un épisode de la saison 3 sur une coulée de boue qui s'était faite au Royaume-Uni, je ne sais plus exactement, je ne veux pas non plus spoiler trop, mais c'est vrai qu'elle est très touchante dans cet épisode parce que c'est un événement qui l'a beaucoup touchée, mais en fait ça la touche d'une manière tellement, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment pas quelqu'un qui va se mettre à pleurer à sanglots. C'est ça. Et en fait, il me semble que dans l'épisode, dans mes souvenirs, au début, donc elle va sur les lieux, donc il y a tous les médias, les journalistes qui y sont, et elle ne pleure pas. C'est ça. Et c'est de là d'où ça part, en fait. En fait, finalement, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire que, bon, on spoil un peu l'épisode, mais bon, il y a tellement de choses à voir dans l'épisode qu'il faut le regarder. C'est un épisode qui m'a le plus marqué d'ailleurs. En fait, finalement, euh, elle va sur les lieux. En fait, au départ, elle veut pas aller sur les lieux. Et en fait, finalement, elle y va parce qu'elle est obligée en tant que reine, tout le monde lui met la pression. Et elle y va et en fait, elle fait semblant de pleurer. Et en fait, c'est ce qu'elle dit, je sais plus, je crois qu'elle le dit au Premier ministre après. Elle en parle avec lui, je crois, ou je sais plus exactement. Et elle dit qu'en fait, finalement, elle n'a pas pleuré et que juste le fait d'avoir fait ça, d'avoir fait un geste comme si elle pleurait, les gens y ont cru. Ouais. Et en fait, finalement, et elle dit, mais j'ai pas pleuré. Et parce que je crois qu'elle parle justement du fait qu'elle c'est pas quelqu'un qui pleure. Non. Je sais plus exactement, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Et en fait, finalement, à la fin, il y a ce plan sur elle où, dans un silence mais terrible, on voit une larme qui coule. Et en fait, parce qu'elle écoute la radio, je crois, au même moment, un truc comme ça, ou je sais plus. Et c'est incroyable, cette scène est incroyable vraiment. Et le jeu des acteurs est vraiment incroyable. En même temps, Olivia Colman a gagné un Oscar pour le film La Favorite, où elle incarne aussi une reine, mais c'est pas la reine Elisabeth II, c'est la reine Victoria, je crois. C'est son rôle, en fait. Je crois qu'elle est faite pour incarner des reines. C'est ça. Non, mais vraiment, elle est vraiment incroyable. Et ouais, il y a tellement de... Je sais pas, il y a tellement de scènes qui m'ont subjuguée. Et là, vraiment, la saison 4, bon, du coup, pour avoir vu 4 épisodes, elle est incroyable parce que
c'est assez intéressant parce qu'on commence à traiter justement l'affaire Charles et Diana. Et ça, tout le monde l'attendait avec impatience parce que c'est quand même l'une des plus grosses polémiques et plus gros événements, je pense, dans On la en parle famille encore royale. aujourd'hui. C'est ça, où finalement, ce qui est terrible, c'est qu'on sait comment ça se finit. Du coup, ça, on Justement, n'est pas je voulais très bien. savoir comment on en est arrivé là. C'est ça, mais du coup, ouais, voilà, on découvre un peu les dessous de ce qui s'est passé. Alors après, est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas? Bon, voilà, mais on reste toujours avec cette question en suspens. Mais c'est vrai que on est vraiment. Alors déjà, moi, j'ai eu beaucoup de pitié en fait en regardant la série, hein, parce que du coup, je connaissais pas vraiment exactement l'histoire. J'étais pas née quand ça s'est passé enfin voilà. Donc vraiment, le fait de découvrir avec la série, c'est déjà hyper attrayant, comme tu l'as dit, parce que bon, bah voilà, c'est en série, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Et c'est vrai que du coup, saison 3 j'avais beaucoup de pitié pour Charles, parce que du moins dans la série, il est vraiment dépeint un peu comme le mal-aimé de cette famille, où tout le monde, il se prend beaucoup de réflexions, il se prend beaucoup euh, comme si personne croyait en lui, alors que c'est quand même l'héritier premier, en fait. Et là, en fait, finalement, bon, après, il y a eu son histoire avec Camilla, et en fait, on se dit vraiment que c'était écrit, en fait, avec Camilla, c'était comme ça. Et en fait, finalement, le fait que la famille royale elle ait empêché ça, c'était vraiment une erreur, parce que ils ont fait, en fait, finalement, ils ont fait plus de mal qu'autre chose, je pense. Oui. Surtout, en fait, parce que du coup, Diana a été prise dans ce tourbillon en fait dévastateur et c'est alors qu'elle était innocente, elle avait rien demandé en fait à la base, donc c'est vrai que du coup saison 3 j'avais beaucoup de peine pour Charles, et là saison 4 bah je commence justement à être à ne plus l'aimer, même si je comprends qu'il a souffert, que voilà, là Mais la c'est pas façon tout, dont, hein. dont C'est qu'un épisode. oui, et du coup tu verras la façon dont il traite Diana. Mhm. Voilà, moi ça m'a beaucoup. Là, je me dis, mais Charles, en fait, aie un peu de respect pour ta femme, quand même. Après, il y a un dernier point, je pense, qui est intéressant de soulever, enfin peut-être deux rapidement. Déjà, le premier, c'est par cette série, on suit un peu, entre guillemets, la descente du Royaume-Uni. Alors, quand je parle de descente, c'est plus complexe. C'est que après la Seconde Guerre mondiale, par cette série, du moins ce qui est dépeint, c'est une légère période de prospérité que l'Angleterre bénéficie. Et à partir de la fin des années 50-60, on a un Royaume-Uni qui est en crise, avec une couronne qui est de plus en plus contestée, et notamment qui est accusé mais ça c'est comme beaucoup d'accusations envers le pouvoir politique, d'être déconnecté du peuple ou d'être totalement absent de cette situation. Et il y a un épisode de la saison 3 qui m'a bien fait rire, même si au final c'est un peu inquiétant. C'est l'épisode où en fait, ils sont filmés chez eux Mhm. pour montrer un peu la vie euh, au sein de Westminster. Et c'est assez. Bon, c'est la gêne des personnes qui m'a fait assez rire, et le rendu qui est assez. Je ne sais pas s'il a été bien accueilli ou pas d'ailleurs. Il me semble qu'il n'a pas été bien accueilli. Le documentaire, non, il me semble que c'est ce documentaire justement qui a été diffusé une seule fois à la télé, et la reine n'a plus jamais voulu qu'il soit diffusé. Il a été censuré après parce que ça a été une catastrophe en fait. Enfin, c'est justement comme tu dis. En fait, le problème c'est que ils ont voulu faire ça pour que le peuple apprenne à connaître la famille royale, les personnes qui dirigent quand même le pays. Et en fait, enfin, plus ou moins, parce que bon, c'est compliqué, le gouvernement là-bas, c'est différent. Mais finalement, ils se sont plus rendus compte qu'ils étaient complètement déconnectés, en fait. Enfin, que c'était pas que là où le peuple, enfin, limite mourait de faim à certaines périodes et vraiment était en crise. Eux, ils étaient, oh bah voilà. Et justement, il y avait je crois que c'est dans cet épisode aussi où, au début, Philippe, il se plaint parce qu'ils ont dû vendre un yacht ou un bateau, je sais plus exactement, et limite c'est la fin du monde. Oh là là, on a dû se séparer de notre yacht, c'est terrible. Et nous on est là, mais je galère à finir mes fins de mois pour manger, tu vois. C'est tellement déconnecté. Enfin, je sais pas, c'est.
Donc, je te laisse continuer si tu avais autre chose à dire. Non, mais c'est cette immersion, justement, si vous regardez la série ou si vous avez commencé à regarder, qui est assez intéressante, qui est de plus en plus prégnante et qui va, je pense, je ne sais pas, mais au vu de ce que je me souviens de mes cours, ça va se cristalliser dans la saison 4 avec Margaret Thatcher et sa politique Mhm. totalement ratée. Mais justement, l'apparition enfin, l'apparition, le fait qu'il traite aussi de la période avec Margaret Thatcher, j'arrive plus à parler. Ouf. Ah, mais du C'est coup, avec stable, hein, Margaret c'est stable. Thatcher, ce que j'ai trouvé très drôle, je sais pas si tu as déjà vu dans la saison 1, mais en fait, Margaret Thatcher est quand même le Premier ministre, enfin, ou la Première ministre, je sais pas si on peut dire ça, mais du Royaume-Uni. Et quand elle rentre chez elle, c'est elle qui fait le dîner. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu dans l'épisode 1, je me souviens plus dans quel épisode c'est montré, mais elle continue, ou elle repasse, elle fait encore ses activités de femme à l'époque. Bon, je mets des grands guillemets parce que aujourd'hui ce n'est plus le cas, hein. Voilà, la répartition des tâches à la maison c'est important. Mais voilà, et en fait, vraiment, c'est la personne voilà, qui est au plus haut dans le gouvernement du Royaume-Uni. Et finalement, quand elle rentre, son mari a les pieds sous la table et elle fait le ménage, elle fait le repassage et elle fait le dîner. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que enfin, c'est incroyable parce que à côté, tu vas voir justement la famille royale qui, elle, bon, ils font rien, quoi. Ils ont tellement de personnes sous eux, enfin, voilà, ils font rien en fait. Enfin, Non, non, ils font ils rien sont du tout. servis. Oui, ils ont strictement rien à faire. Il y a une déconnexion qui, dans le premier épisode de la saison 4, on voit que quand elle est invitée à passer quelques jours dans l'une des maisons de campagne de la famille royale, elle se sent totalement déconnectée, elle comprend pas, elle est perdue, elle se sent pas à sa place. Donc, mais bon, on va pas spoiler plus, et puis, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et puis même, on va pas spoiler plus. Est-ce qu'il y a un autre coup de cœur d'un autre film qui nous a touchés, un téléfilm d'ailleurs, pour être plus précis, un téléfilm qui nous a touchés. Je t'en ai parlé, Shannon, en début de semaine. Je t'ai dit, ouais, il faut que tu le regardes. Et toi, tu m'as dit quoi? Alors moi, justement, j'ai eu des a priori. Pourquoi? Parce que quand tu m'as dit, j'aimerais bien qu'on parle de ce film, enfin ce téléfilm qui passe mercredi soir à la télé sur France 2. Moi, je me suis dit, oulala, téléfilm, France 2, bon, mes petits a priori parce que je ne regarde pas la télé, enfin, je regarde très peu. Je me suis dit, bon, voilà, quand on a vu et revu des téléfilms, mais Florent, il m'a dit non, mais je sens que ça va me bouleverser parce que bon, c'est inspiré d'une histoire vraie. Bon, je me suis dit, bon, il y a tellement de téléfilms qui ont été inspirés d'une histoire vraie, merci. Alors vraiment, j'ai été vraiment des gros a priori. Et surtout que je suis allée voir le résumé et vraiment, même, j'ai pas compris. Je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Est-ce que j'étais trop fatiguée? J'en sais rien. Mais j'ai lu le résumé et je me suis dit, ok, bon, ça va traiter d'une petite enfant qui a une maladie, ok, genre vraiment, j'ai pas compris. Et mercredi soir, je me suis mise devant le film en me disant, bon, bah, faut que je le regarde parce que Florian veut en parler. Et j'ai dû m'avouer vaincue parce que j'ai été bouleversée aussi. Ah oui, à la fin de l'épisode, tu m'as écrit, enfin, à la fin du téléfilm, pardon, tu m'as écrit, tu avais raison, je suis ému, ça m'a touché. Alors, c'est La Maladroite, on C'est a pris le titre, mais c'est La Maladroite qui a été diffusée sur France 2. D'ailleurs, qui a été un énorme carton et c'est mérité. C'est un film qui date de 2019 ou 2018, je crois. Et c'est la deuxième fois 2019. 2019, ouais, exact. Et c'est la deuxième fois qu'il est diffusé en même pas un an. Et c'est toujours un carton et ça se comprend. Alors peut-être pour résumer rapidement l'histoire, c'est l'histoire donc de Stella, qui est une fille de 6 ans, qui rentre à l'école. Petit problème, c'est qu'elle s'absente très souvent. Et au fur et à mesure de l'histoire, enfin, il y a eu deux institutrices, parce qu'elle change entre-temps d'établissement, se rendent compte qu'elle a des blessures, des brûlures, des traces sur son corps. Ça commence par le poignet. Et le doute s'installe sur pourquoi ces traces. Il y a des soupçons de maltraitance que les institutrices soulèvent, mais pas de preuves tangibles pour accuser les parents de maltraitance. Le médecin non plus ne veut pas aller aussi dans la conclusion. Et le fil rouge de l'histoire, je crois que c'est ça au début, parce que au début, je n'ai pas tout suivi, mais on arrive à un moment où la fille a disparu. Et en fait, il y a un retour en arrière sur tout ce qui se passe. Et on comprend. ça. Voilà. Du coup, voilà, c'est ça. Vraiment, le film en fait commence sur ses parents qui vont chercher des pizzas comme un soir. Voilà, ils ont leur fils, leur plus grand fils avec eux. Ils vont chercher des pizzas et quand ils arrivent
à la voiture. Il n'y a plus leur fille Stella dans la voiture. Ils se mettent à paniquer, à la chercher partout. Et en fait, ils appellent la police. Et en parallèle, comme tu l'as dit, on revient 1 an plus tôt sur tous les événements qui se sont passés donc, à l'école. Donc, en fait, je le précise, elle a 6 ans, mais c'est sa toute première rentrée à l'école. C'est-à-dire qu'en France, l'école est obligatoire à partir de 6 ans, donc à partir du CP. Elle n'est pas obligatoire à la maternelle. Et donc là, Stella n'a pas fait la maternelle. Du coup, aussi, elle a beaucoup de problèmes de sociabilisation, je ne sais plus exactement le mot. Mais en fait, elle a du mal justement avec les autres à être en groupe. Et elle a des réactions un peu bizarres. Il fait 25-30 degrés et elle garde son gilet à manches longues. Elle vole le goûter des autres. Ouais. Elle vole le goûter. Elle vole le goûter des autres. Voilà, elle a des réactions un peu bizarres. Et en parallèle, comme tu l'as dit, les institutrices se rendent compte qu'elle a des blessures bizarres, des blessures étranges et qu'elle a beaucoup d'absences qui sont en fait à chaque fois justifiées, la plupart. Elles sont justifiées par un certificat médical. Voilà, Stella avait un rhume, Stella avait ci. Et en fait, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'elle a une maladie auto-immune qui l'oblige à rater beaucoup de fois l'école et que c'est pour ça qu'elle est si souvent malade et qu'elle est si souvent absente à l'école. Mais le problème, c'est que voilà, les institutrices quand même se posent des questions parce qu'une maladie auto-immune, ok, mais elle a énormément de blessures. Et ce qui est étrange aussi à la fois, c'est que Stella a toujours une justification pour ses blessures. Elle a toujours quelque chose, une histoire à raconter. Je suis tombée en vélo, avec mon frère, on s'est battu, et voilà. Exactement. Et c'est la façon dont elle justifie, on dirait que, et ça c'est avec le recul, que ça a été appris. Mais il y avait quand même des doutes dans la série. Parce que quand même, à 6 ans, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'elle arrive à bien s'exprimer quand même pour une fille de 6 ans. C'est ça. Ça, c'est assez incroyable. Et oui, la façon dont elle se justifie pour ses blessures, là aussi, c'est assez troublant. Donc voilà, au fil de l'histoire, on en apprend un peu plus, mais sur les raisons de ces blessures, il y a des procédures qui sont engagées pour aller aux parents. Il y a eu des réunions parents-élèves, il y a eu l'assistante sociale, l'aide sociale à l'enfance, pardon, qui va voir les parents pour voir comment ça se passe. Mais pas de soupçon particulier pendant une bonne partie du film sur les raisons de ces blessures. Alors, du coup, je sais pas, je pense pas qu'on va spoiler, parce que même si c'est inspiré d'une histoire vraie, euh, on va peut-être pas dire la fin, ou du moins il faut pas dire comment c'est arrivé. Parce que si vous regardez l'affaire, vous verrez en fait la fin de l'histoire. Parce que du coup, juste peut-être vous donner rapidement, pour te donner Shane rapidement la référence, c'est l'affaire Marina de 2008. Donc la Marina qui était âgée de 8 ans. Bon, on va le dire, mais on va pas dire comment parce que c'est l'affaire. Elle est décédée. Elle est décédée et les parents ont été accusés de maltraitance et ils ont été condamnés. Je me rappelle plus exactement la peine. C'est une réclusion à perpétuité, je sais plus, ou à 30 ans de réclusion, 20 ans de réclusion. 30 ans de réclusion, je crois. J'ai entendu parler d'une peine de 30 ans. Et je crois que le père est décédé en prison d'un cancer. Voilà, ok. Et, Donc, donc, vas-y. non, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, comme je reviens sur ce que tu dis, sur le fait que Stella a toujours des bonnes justifications et elle s'exprime très bien, comme si voilà, ça avait été appris, c'est-à-dire que dès que la personne en fait qui lui pose des questions va être insistante, elle va dire je suis maladroite. D'où le titre La maladroite. Elle est vraiment, en plus maladroite, je trouve que ça reste un mot pour une fille de 6 ans. Je trouve que c'est un mot qui n'est pas dans son langage, tu vois. Normalement, on ne dit pas à 6 ans je suis maladroite. On dit oh, bah, je suis tombée. Enfin voilà quoi, ça reste quand même limité. Et là, finalement, elle dit ah, je suis maladroite. Et en fait, je trouve que ce mot dans sa bouche, c'est tellement surréaliste en fait de l'entendre dire je suis maladroite. Mais en fait, on peut pas être maladroite autant de fois, avec autant de blessures. Je sais pas. Non, mais je suis totalement d'accord avec ça. C'est ça qui m'a un peu, comment dire, révolté de la part dans le téléfilm toujours, hein, de la part de certains interlocuteurs qui ne se doutent de rien ou du moins qui veulent prendre des précautions. Parce que dans le film, ce qu'on voit, c'est la lenteur des procédures. Il y a eu une enquête qui a été donnée sans suite.
sur les soupçons de maltraitance. Il y a une première enquête sans suite. Donc, chose que les institutrices ne comprennent pas du tout. Il y a autre chose qui m'a révolté dans le téléfilm, c'est donc l'aide sociale à l'enfance qui va chez les parents de Stella, sauf qu'elle prévient les parents, bah, je vais venir vous voir tel jour. C'est un peu facile de masquer tous les indices qui pourraient laisser croire que les parents seraient auteurs de maltraitance. Donc, c'est une procédure qui n'est pas totalement efficace, qui n'a fait que ralentir le processus. Et après, voilà, le jeu, par contre, des acteurs, des parents, m'a beaucoup touché, m'a impressionné. Quand je dis ça, c'est plus impressionné dans le double jeu qu'ils peuvent avoir quand ils vont voir les instituteurs, le directeur qui se montre aimant, souriant avec Stella. Et à côté, c'est surtout du côté de la mère où on a une autre facette qui est totalement horrible d'une mère qui s'en fiche totalement de sa fille, qui ne l'aime pas du tout, presque, quasiment. Et ça, c'est quand même assez fou. Et ça m'a beaucoup révolté. Je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté, Shannon. Clairement, ça m'a énervé, ça m'a beaucoup frustré. Les deux points que tu as abordés, que ce soit les procédures qui sont très longues. Et en fait, finalement, quand je reviens sur déjà l'enquête qui a été classée sans suite, comment on peut mettre une enquête classée sans suite alors qu'une enfant a plus de 19 blessures sur elle? Est-ce que, moi, j'essaye de comprendre, surtout qu'en plus, les médecins, le médecin, c'est un médecin légiste, je crois, qui s'est occupé d'elle et qui a vu qu'elle avait plus de 19 plaies sur elle, blessures. Elle-même a été choquée. Mais comment, du coup, le procureur ne peut pas relever quelque chose? Qu'une enfant, certes, ok, l'enfant, en plus, ce qui est terrible, c'est que Stella, elle avait vraiment une histoire pour chacune de ses blessures. Vraiment, plus de 19, mais elle avait plus de 19 histoires pour les lui justifier. Ok. Mais mis à part ça, comment on peut, en fait, qu'un enfant en général, ok, il est des bleus au genou, bon voilà, hein, les enfants ça tombe, ça se blesse au genou, ça se blesse au coude, bon ça peut arriver. Mais 19, plus de 19, pour moi c'est incroyable et je comprends pas. Voilà. Ça, pour revenir sur. Vas-y, excuse-moi. Tu veux enchaîner? Tu veux. Non, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à l'affaire sans suite, la justification qui n'a aucun sens, hein, qui est un peu vide d'arguments, c'est que rien ne justifie qu'il y ait eu une maltraitance. Tu dis ça à une personne lambda, elle va dire mais c'est un peu facile de justifier comme ça, sans preuve, sans raisonnement à côté. Donc ça, surtout que toutes ces blessures, voilà, elles ont été examinées par un médecin légiste, elles ont été prises en photo. Il y a quand même ces preuves-là. Après, comme tu dis, ce que je trouve assez révoltant, c'est que pour la visite de l'aide sociale à l'enfance, c'est que les parents soient prévenus. Comme tu dis, c'est facile de changer, surtout qu'en plus on le voit bien, la mère qui, en général, elle est pas très bien apprêtée, elle est, bon voilà, c'est son choix, voilà, mais qui est un peu bourrue, tout ça. Là, d'un coup, elle est tirée, tous les enfants sont tirés à 4 épingles, les deux parents aussi, sont bien habillés, bien maquillés, bonne image d'eux, ils sont, voilà, comme tu l'as dit, comportement qui n'est pas du tout le même. Ils sont très aimants avec Stella, ils sont très souriants, des beaux gestes et tout, alors que hors cette réunion, en dehors de cette réunion, ce n'est pas le cas. C'est assez révoltant. Et surtout, autre chose qui m'a aussi choquée, c'est que Stella se fait interroger par des gendarmes justement quand il y a cette enquête. Et en fait, les gendarmes n'insistent pas. Ils n'insistent pas, ils lui demandent si est-ce que quelqu'un te fait mal, et elle dit non. Et en fait, finalement, quand ça devient un petit peu trop délicat, elle dit autre chose. Et finalement, il se pose pas de questions. Ah, c'est bizarre qu'elle change de sujet. Non, tu vois. Et aussi, ce qui est terrible, mais qui est en fait quelque chose qui est assez mal fait dans la justice, c'est que finalement, elle va chez les gendarmes. Qui l'amène chez les gendarmes? Ses parents. Et qui la récupère chez les gendarmes? Ses parents. Est-ce que une enfant qui en fait les enfants aiment leurs parents, donc ils veulent protéger leurs parents, si avant et après cette visite chez les gendarmes, les parents mettent la pression à l'enfant
en lui disant des choses comme si tu dis certaines choses, on se verra plus, on pourra plus se voir, et voilà, forcément que l'enfant va essayer de protéger ses parents. Et Ouais. en fait, ça m'a vraiment révolté. C'est quelque chose qui est vraiment mal fait, dans le sens où en fait, finalement, la protection des mineurs, elle est quand même très très mal faite. Comme je dis, en fait, pourquoi c'est les parents, en fait, en fait, finalement, une enfant qui va rentrer chez ses parents, elle va avoir peur des conséquences. Donc forcément qu'elle va pas parler. Et en fait, psychologiquement, c'est logique. C'est ça que je trouve incroyable, en fait, et qui mal fait. Et du coup, c'est mal fait. Et comme là, par exemple, la visite de l'aide sociale à l'enfance, elle prend à la fois les parents et l'enfant en même temps. Pourquoi elle ne fait pas une distinction? Pourquoi elle ne prend pas l'enfant? Par exemple, elle lui dit, montre-moi ta chambre. Mais finalement, c'est la mère et l'enfant qui montent la chambre. Ouais. C'est un peu bizarre. Forcément, Et surtout qu'il y a des l'enfant... incohérences dans les scénarios. Quand ils arrivent dans la chambre, elle dort en haut, en bas. Mais parce qu'elle a Ouais. changé, parce que voilà. Et là, la personne ne se pose pas de questions. L'aide sociale à l'enfance ne se pose pas de questions. Il y a des incohérences, et non, il n'y a pas de questions. Et ça m'a beaucoup révolté, en fait, finalement, que les gens soient un peu butés, qui n'insistent pas, qui relèvent pas. Après, est-ce que le film, justement, mettait en avant ces incohérences pour que nous, on les voit, mais que les personnes ne les voient pas? Je sais pas. Il y a peut-être aussi derrière, je ne sais pas, il faudrait revoir l'affaire et la façon dont l'affaire a été traitée par les différents médias. Peut-être une remise en question de la justice derrière, en termes de procédure sur ces cas de maltraitance. Et pour terminer un peu sur ce sujet, à la fin du téléfilm, il y a des chiffres qui sont importants et qu'il faut retenir et avoir conscience, c'est qu'un enfant meurt tous les 4 jours du fait des violences subies par les parents, et qu'à ce jour, et c'est un chiffre qui est largement sous-estimé, mais près de 50 000 enfants seraient victimes de ces violences conjugales au sein de leur foyer. Et il y a un numéro Intra intrafamiliaux, exactement. Et il y a un numéro pour pouvoir porter plainte ou faire connaître ces faits, même si on est témoin, c'est le 119. Et il y a eu un documentaire juste après, bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais vous le connaissez très certainement, Thierry Beccaro, celui qui a animé Motus. C'est un animateur qui a été victime également de ces violences, de ces violences intrafamiliales. Décidément, j'ai du mal. Et il a écrit un livre, Je suis né à 17 ans, qu'on n'a pas lu, mais il a fait des interviews, il en a longuement parlé, et c'est un témoignage que je vous conseille d'écouter, ne serait-ce que voilà, pour l'écouter et avoir conscience que ça peut détruire certaines personnes, ça peut bousiller une enfance, une adolescence ou même toute une vie. Voilà, je rebondis là-dessus, donc c'est très important les informations que Florent a données. En parallèle, je refais un petit panorama sur tout ce qu'on a parlé. L'article dont parlait Florian, enfin dont on a parlé au début sur la crise pour les étudiants en ce moment, c'est un article du Monde. Tu pourras mettre, je pense, le lien dans la description. Bien sûr. Ensuite, The Crown, série Netflix, donc il faut avoir Netflix si vous voulez la regarder. Et troisièmement, La Maladroite, comme le documentaire qui est passé après, qui s'appelle Bouche cousue. Donc La Maladroite et Bouche cousue sont pour l'instant, je crois, encore Sur en France. replay sur France TV. Donc vous pouvez encore les regarder si ça vous intéresse. Et je pense que c'est très important parce que aujourd'hui, et on parle beaucoup par exemple des violences conjugales. Justement, tu faisais l'erreur, mais on en parle beaucoup parce que voilà, il y a une libération de la parole des femmes et c'est très important. Et même encore, il y a encore du boulot. Mais les violences intrafamiliales sur les enfants, c'est terrible parce que c'est des mineurs qui n'ont pas forcément la parole, parce que à cet âge-là, on leur retire la parole, et il y a tellement de choses qui sont compliquées voilà. Donc il faut en parler de plus en plus. C'est très important. Merci à toi, Shannon, d'avoir été là pour cette nouvelle émission qui n'était pas des plus gais, mais qui traitait de sujets qui nous semblaient très importants de traiter avec vous. N'hésitez pas à réagir, bien sûr, sur les réseaux sociaux, à nous envoyer des messages, des questions si vous voulez qu'on aborde certains sujets. On est très ouverts pour aborder des sujets entre nous. Un format qui va perdurer très longtemps parce qu'on kiffe le faire. Et on voit que c'est un format qui prend de plus en plus. On espère que vous allez apprécier de plus en plus ce format. Et puis, on vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine également avec Shannon.
C'est ça. Vous pouvez retrouver toutes les rubriques habituelles cette semaine. On a sorti une vidéo hier qui est à voir. Elle est super sympa. Moi, voilà, je fais la petite promo. Voilà, donc excusez-nous pour voilà, ces sujets un petit peu compliqués, mais c'est très important d'en parler. On vous souhaite une belle semaine et à bientôt pour Entre nous. Ça marche. Salut Shannon. Salut à vous. Salut Florent.